Francis Huster, bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors, vous êtes en ce moment au Théâtre National de Nice pour la pièce La Peste d'Albert Camus, dont vous êtes acteur, réalisateur, metteur en scène. Vous interprétez à vous seul 41 personnages. Alors, racontez-nous, à quand remonte le début de cette aventure et comment est née cette pièce? Albert Camus a écrit en 1947 La Peste, un roman. Jean-Louis Barrault et Camus l'ont adapté pour le Théâtre Marigny, pour la compagnie Renaud-Barrault. Et la pièce a été déportée par rapport au livre aux Asturies pour que pendant cette pièce, Camus puisse régler ses comptes avec Franco. C'était une erreur, résultat, un échec. Et Camus, le soir de la première, a dit à Jean-Louis, je me suis trompé, il faut le faire tout seul. Puisque le roman est en fait une narration du docteur Bernard Rieux qui raconte tout ce qui s'est passé. Alors, Camus a commencé à travailler son texte, à l'enregistrer. On a un enregistrement chez Lucien Hadès où il prend dès la première page un ton de narrateur et malheureusement il est mort dans cet accident de voiture, donc il n'a pas pu aboutir ce projet et Barrault m'a demandé de le faire. Alors j'ai donné une première version il y a 20 ans au Théâtre de la Porte Saint-Martin. 10 ans après, toujours à partir de la première version qui comportait beaucoup d'effets de lumière, des petits meubles au jardin et à la cour et une impression comme d'un petit insecte qui se débattait au milieu de cette peste. Et puis 10 ans après, donc 20 ans depuis la création, j'ai fait cette nouvelle version qui est une version qui se déroule dans une station de métro imaginaire Albert Camus et où le narrateur, le docteur Rieux, raconte la peste dans cet endroit qui en fait est exactement comme le passage entre la vie et la mort. Et c'est cette version-là que j'ai ramenée des États-Unis après l'avoir joué à Boston, à Washington et à New York devant des publics totalement différents. Et donc j'ai pu constater que le texte n'avait pas pris une ride et que la force du spectacle était au contraire beaucoup plus évidente aujourd'hui par rapport à plusieurs générations. Pour ceux qui sont âgés ou qui ont connu cette époque, c'est un texte qui parle surtout de l'époque historique, de la guerre, de l'occupation nazie. Et puis pour ceux qui ont une quarantaine d'années, le texte est plutôt politique et l'affrontement entre la société et l'être humain. Est-ce qu'on peut s'en sortir face à la société ou est-ce qu'elle n'est qu'une machine à broyer? Et puis pour les jeunes, il y a quelque chose d'émotionnel qui passe, notamment par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu est responsable de tout ce qui se passe? Donc, il est coupable, sans aucun doute, puisqu'il laisse faire tout ce qui se passe dans le monde, ou alors est-ce qu'il n'existe pas? Alors, c'est un texte qui rencontre donc un succès inouï, parce qu'il est à la fois, dans le fond, limpide, clair, et il touche tout de suite le public. Et j'insiste sur le fait de toucher tout de suite le public, parce qu'il y a des textes qui vous touchent a posteriori. On regarde le spectacle, les décors, les costumes, les acteurs, la mise en scène, et puis il en reste quelque chose, comme on dit. Et puis il y a les textes comme celui-là, qui vous touchent immédiatement pendant la représentation. Alors, c'est un spectacle très difficile parce qu'il faut rester dans un ton de vérité
mais la, la, la récompense, ce moment rare entre le public et ce texte est quelque chose qui était très important pour moi. On sent que c'est un texte qui vous tient donc beaucoup à cœur. Vous l'avez joué combien de fois aujourd'hui à peu près? Est-ce que vous pourriez nous dire ce soir ça va être la combienième exactement? Et la question qui suit, c'est, j'imagine qu'on vous la pose souvent, mais est-ce qu'on se lasse pas au bout d'un moment de toujours jouer ce texte? Ce soir à Nice, pour l'avant-dernière, c'est la 758e. Donc ça veut dire qu'il y a eu à peu près 1 million de spectateurs depuis la création, puisque des fois je l'ai joué dans des théâtres de 2000 ou 3000 places, et un peu partout, en France et à l'étranger. Se lasser, non, parce que je pense qu'on peut faire le parallèle avec un joueur de tennis qui continuellement tape dans la balle, ou un joueur de football, avec un nageur qui fait des milliards de kilomètres dans la piscine, avec un acteur qui tout d'un coup s'ennuie au bout de la deuxième représentation dans un texte sans intérêt. Ce qui est important dans l'interprétation de ce texte, et c'est d'ailleurs paradoxal parce que c'est pas du tout ce qui se passe quand on joue des œuvres directement pour le théâtre d'Albert Camus. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour Dostoïevski. Il se trouve que ce qui est important, c'est de rentrer dans l'émotion du texte, pas dans la forme. Albert Camus n'est pas un écrivain de forme, mais de fond. Je crois que de la même façon qu'il y a des escrocs en politique, en sport, dans le monde des médias, dans votre métier, des gens qui font du vent, qui ne s'attachent qu'à la forme et qui illusionnent dans ce qu'ils proposent. Je crois qu'il y a au contraire des gens qui, eux, ont quelque chose à dire. Et donc ça veut dire que c'est le fond qui compte, pas la façon de le dire. Et quand on est acteur et qu'on a un fond humain dans ce qu'on doit défendre, alors on peut le faire 10 fois, 20 fois, 100 000 fois. Il n'y a aucun problème. Quand ça n'est que sur la forme, les jours où on est de bonne humeur et où tout va bien, bon bah très bien, c'est amusant. Mais les jours où on cherche autre chose, on en a marre. Et c'est pour ça que bon nombre de soi-disant succès de théâtre ne tiennent pas le coup, parce que ça n'était que de la mystification sur la forme. C'est un peu... on peut ramener ça à deux sortes de spectacles, ceux qui sont maquillés et dont le fond est nullissime, et ceux qui sont à nu et dont le fond est vraiment extraordinaire. Et c'est au public de maquiller le fond, c'est au public de l'interpréter comme il le veut. C'est tout à fait différent. On va revenir juste sur la mise en scène, la scénographie. Tout à l'heure, vous nous disiez que donc, dans cette nouvelle version, vous êtes donc c'est une station de métro Albert Camus, imaginaire. Alors, pourquoi le choix déjà de cette station de métro, précisément Albert Camus? Qu'est-ce que ça signifie? Et cette scénographie assez épurée, assez simple, avec seulement 2 bancs? La station Albert Camus, c'est parce que Camus, comme James Dean, qui se tue dans sa Porsche, comme Gérard Philippe qui meurt d'un cancer foudroyant, je pense qu'il y a une prédestination à conduire l'œuvre de Camus dans ce no man's land où on n'est ni entre la vie ni entre la mort. On est dans un endroit qui est d'ailleurs l'endroit où se trouve toujours Albert Camus. Ces livres qui sont dans des librairies, dans des bibliothèques, voilà, ils sont posés dans un endroit qui n'existe pas.
l'endroit où on ne vit pas. C'est-à-dire que dès l'instant où on les ouvre, ils vivent. Mais sinon, ils peuvent y rester entreposés. Et cet endroit où on ne vit pas, il n'y a pas d'équivalent aussi fort, je trouve, qu'une station de métro ou une gare. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait des métros. Parce que je voulais que on n'ait pas de but. Quand on prend un métro, on n'est pas forcé d'aller jusqu'au bout. Quand on prend un train, on y va jusqu'au bout. Et je trouve qu'il y a des correspondances aussi au métro. Il n'y en a pas dans le train, c'est très peu. Ça n'a pas de rapport. Je trouve que le métro, en plus, on sait qu'il va arriver. Donc on sait que la mort va arriver. Et c'est dans cet endroit que le texte me paraît être le plus fragile. Donc c'est là où il vit le mieux. Et puis, la mise en scène épurée, c'est parce que c'est le texte qui compte. Et je pense que mettre de la distanciation entre le texte et le public par des effets de mise en scène, c'est une erreur totale. Ce qui, en tout cas pour ce style de spectacle-là, je sais que j'ai des confrères qui passent leur temps à faire des one-man shows, que ce soit à partir de textes littéraires ou de sketchs, et qui se mettent en avant. Ils ont raison, parce que leurs textes, la plupart du temps, sont du divertissement. Alors donc, il n'y a pas de problème à ne s'attacher qu'à la forme. Il suffit tout d'un coup que la phrase soit un peu plus dans les aigus, ou un peu plus vite, ou un peu plus lente, pour que l'effet, comme on dit, se fasse ou ne se fasse pas. Alors que là, on rentre dans une plongée, comme dans un scaphandre, et il me semble que le respect, sans être pontifiant ou démagogue, mais le respect, c'est de vraiment mettre le texte en avant. Mise en scène épurée, mais malgré tout, à la fin, vous avez quand même rajouté une musique, une chanson. Alors, quelle est cette chanson et pourquoi celle-là? À la fin, j'ai voulu que Yves Montand, dans l'enregistrement justement de cette époque-là, des années 40, des feuilles mortes, nous emporte vers le passé et pas vers l'avenir. C'est la plus grande chanson française. Elle a été écrite par un juif, par quelqu'un qui était donc dans cette époque-là particulièrement fragile, interprétée par le plus grand chanteur de cette époque. Trenet est un poète qui chante, Aznavour est un écrivain qui chante, Jacques Brel est un interprète physique, énergique, mais Beko est un remarquable interprète aussi de music hall, vivant à lui tout seul toutes les notes, mais Montand évidemment était le plus grand chanteur de tous. Et pourquoi? Parce que Montand, on le voit dans cette chanson, c'est exactement Camus, c'est-à-dire il y a dans la voix à la fois toute une époque, toute une façon de réunir. Le combat politique de Montand aussi se rapprochait de celui de Camus, son aura de séducteur comme Camus, et en plus c'était la chanson préférée de Camus. Donc il y a là comme un appel et puis aussi un pont entre plusieurs générations. Et la qualité extrême de cette chanson, c'est aussi d'être à la fois passéiste et en même temps, c'est pour ça que c'est peut-être la plus grande chanson d'amour français, extrêmement tendre et extrêmement émotionnel. Alors pour finir comme une signature ce spectacle, il me paraissait intéressant aujourd'hui de mettre celle-là. Quand j'avais fait la première version, j'avais mis Charles Trenet, justement pour retomber sur les pattes après tous les effets de lumière et de mise en scène. Et là, c'est vraiment Montand qui s'imposait.
Quel est votre rapport, vous, avec le Théâtre National de Nice? C'est pas la première fois que vous jouez ici, il me semble. J'ai connu le théâtre de Nice quand il était évidemment pas dans ce théâtre, quand c'était l'autre structure. Je suis venu y jouer d'ailleurs Don Juan, avec Jacques Weber dans Don Juan, avec Fanny Ardant, avec Isabelle Nanty, avec Jacques Spiesser, avec Yves Lemoigne, avec Yvon Bach, avec toute une épopée d'acteurs. Et c'était un très beau souvenir. Et puis, le théâtre a été construit. Je suis revenu dans ce théâtre, notamment d'ailleurs pour jouer la première version de La Peste, et puis d'autres spectacles. Probablement que, à l'heure où on parle, c'est un des 3 plus grands théâtres de France. D'abord de par sa qualité exceptionnelle de salle de théâtre, extrêmement difficile parce que l'orchestre est immense, le balcon est très loin, et que si sur scène on n'a pas un véritable texte, les spectateurs ne sont pas dupes et le spectacle s'écroule comme un Titanic. Mais par contre, quand il y a vraiment un texte, ce théâtre est merveilleux, on est comme dans un opéra au service justement de la note d'âme. Et puis le travail de Daniel Benoît depuis 10 ans a porté ses fruits, non seulement la diversité des spectacles, mais en plus leur tenue, les milliers d'abonnés, la façon dont on est vraiment dans un théâtre, c'est-à-dire dans quelque chose qui est à la fois multiple et contradictoire, un arc-en-ciel de metteurs en scène, d'auteurs, d'acteurs. C'est du très grand niveau, et je félicite vraiment Daniel Benoît parce que c'est un homme qui est extrêmement rigoureux, dur au mal, très rigide par rapport au fait qu'il défend le service public, et en même temps c'est quelqu'un de très chaleureux, et on le voit dans ses spectacles qui sont paradoxalement toujours vus de la capitale appréciés comme de la belle ouvrage. Il est, je dis paradoxalement parce qu'il prend énormément de risques quelquefois dans des textes de création, et il est récompensé parce que il apporte à ses textes un côté populaire, mais dans le bon sens du terme. Donc moi je souhaite vraiment aux Niçois et à toute cette région de conserver longtemps Daniel Benoît, parce que Nice est une ville très spéciale. Je connais bien puisque j'ai fait ici le hold-up du siècle quand j'ai tourné Spaggiari avec José Giovanni. Je connais bien Nice depuis des dizaines d'années, et c'est à la fois, contrairement aux autres cités d'Azur, c'est celle qui est la plus diverse. C'est celle qui est la plus... je dirais que pour moi, Nice est la plus corse de toutes les villes françaises. Et elle a quelque chose de tenace et à la fois de très fermé sur elle-même, mais elle est très rusée, très maligne. Et Nice s'en sortira toujours. Le seul talent d'Achille, c'est le tremblement de terre, si un jour il y a une catastrophe. Mais en dehors de ça, c'est une perle en France. Justement, vous me parliez de Don Juan, l'une des pièces, enfin la première pièce que vous avez jouée ici à Nice. Et c'est un texte que vous avez repris il n'y a pas longtemps avec votre compagnie itinérante, la Troupe de France. Le Don Juan de la Troupe de France, ça a été un très gros succès. On a fait une quinzaine de festivals. On a fait aussi une autre pièce qui était Louis Jouvet, La Passion du Patron, en hommage à Giraudoux et à Jouvet, pour le 60e anniversaire de la mort du patron Jouvet. La Troupe de France est une troupe qui, chaque année, donnera des représentations un peu à l'image de Villard, de Jouvet ou de Barrault en France et à l'étranger. Et on est en train de penser au programme de 2012, parce que c'est une troupe qui doit à chaque fois avoir des acteurs qui, dans un temps de 2 ou 3 mois,
se consacre entièrement à la troupe. Alors c'est un projet très très intéressant parce qu'on pourra, j'espère, créer des grandes pièces et en même temps défendre du répertoire. Et pourquoi pas passer ici à Nice, j'espère. Quant à Don Juan, oui, je crois que le chef-d'œuvre de Molière, c'est le Misanthrope, parce que le Misanthrope est la pièce la plus moderne dans son fond, dans sa pensée. Ce couple Alceste-Philinte est incomparable, et ni Hugo, d'une façon tout à fait incompréhensible, alors qu'il était au 19e, cet homme politique, ce génie. Comment Hugo a-t-il commis l'erreur d'écrire sur Ruy Blas, sur Hernani, au lieu d'écrire sur deux hommes du 19e, avec une force incomparable qu'il aurait pu avoir, comme Molière a eu le courage de le faire avec Philinte et Alceste. On n'a donc pas ce misanthrope du 19e écrit par Hugo, on n'a pas ce misanthrope du 19e écrit par Musset, on n'a pas ce misanthrope du 19e écrit par Balzac, on n'a pas ce misanthrope... Voilà. Alors finalement, on s'aperçoit donc que le misanthrope est le chef-d'œuvre de Molière. Au 18e, seul Beaumarchais avec Almaviva et Figaro arrive à préfigurer un misanthrope du 18e, mais là aussi, Diderot a été incapable de le faire, Voltaire a été incapable de le faire, Rousseau a été incapable de le faire. Et donc, si le misanthrope est le chef-d'œuvre de Molière, et le chef-d'œuvre de tout le théâtre français, puisque le sens même du théâtre, ça n'est pas de dire, c'est de créer, c'est de mettre sur scène des personnages qui n'existent pas dans la vie et qui véhiculent en eux-mêmes de magnifiques interprétations, à l'instar Hamlet ou Brutus sont exceptionnels. Je crois que, ou pour Tchekhov, extraordinaire, Oncle Vania ou La Mouette, des personnages absolument sublimes. Mais si le misanthrope est le chef-d'œuvre de Molière, Don Juan est la pièce la plus réussie. Parce que Don Juan est une pièce qui est presque cinématographique, elle est en séquence, elle est en cercle fermé, elle est parfaitement aboutie, contrairement à beaucoup de pièces de Molière qui, comme celle de Guitry, sont souvent inachevées avec un dénouement qui vient à l'emporte-pièce. L'aboutissement de Tartuffe n'est pas le bon, certainement pas. L'aboutissement du Misanthrope non plus, mais Don Juan oui. Alors je crois que c'est la pièce la plus réussie de Molière, et c'est vrai que c'est toujours un succès, toujours. Alors je crois qu'on retrouvera encore Don Juan tous les X temps retransformés par les metteurs en scène et les auteurs. Et puis pour la troupe de France, j'espère qu'on aura un ou deux auteurs qui nous suivront pendant les 10 ans qu'on a devant nous et qui écriront pour cette troupe des œuvres qui viendront briller à Nice. Alors c'est bien toi qui vas tous les jours à la grotte de Massabielle? Oui, monsieur. Tu t'appelles? Bernadette. Alors comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge? J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Bah, dis plutôt que t'as rien vu. Quelle peste! Au Moyen-Âge, on ne discutait pas, on les brûlait, les filles comme toi. Le problème est simple, Lestrade. Ou bien cette jeune fille nous joue la comédie à l'instigation de quelqu'un,
ou bien elle est réellement atteinte d'hallucinations. Mon cœur est avec elle. C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai que je préfère la traiter de menteuse. Qu'est-ce que vous racontez, Bouriette? Je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri. C'est impossible. Ma fille m'a aspergé le visage avec l'eau de ma sabienne. Je peux tout voir, docteur. Vous croyez au miracle, vous, l'homme de science? Et vous, le journaliste, vous y croyez au miracle? Dis-moi, Bernadette, certains disent que tu as des pouvoirs. Tu guéris des malades? J'ai guéri personne. Tu mesures la descente que tu provoques. Allons-y. Tu n'iras plus jamais à la grotte. J'y retournerai. Comment était-elle vêtue? Une robe blanche, un voile blanc et une rose sur chaque pied. Sœur Marie-Bernard, vous êtes affectée nulle part. Mais vous allez prier pour les autres. Je vous préviens, sœur Marie-Bernard, que si demain matin vous n'êtes pas morte, je vous enlève votre voile de prophète. Vous n'en finirez donc jamais d'être une fauteuse de troubles. Bernadette Soubirous vient d'être revisitée par Robert Hossein, qui a fait un magnifique spectacle cet été et qui projette le film du spectacle au Palais des Congrès. Et Robert est vraiment transfiguré par sa foi, et c'est très beau, et ça a eu un très grand succès. Et Jean Sagols a, lui, tourné une version directement cinématographique, un film, avec une distribution superbe, Michel Aumont, formidable, la jeune actrice qui interprète Bernadette, qui faisait ses débuts à l'écran, et puis Rufus, et puis Francis Perrin, et puis Alain Doutet, et puis toute une brochette d'acteurs qui avaient décidé de suivre Jean dans ce sujet, parce que son film est un tout petit peu dans le style de Z de Costa Gavras, c'est-à-dire comme un procès de Bernadette, pour essayer de faire ressortir ce qu'elle avait peut-être dans la tête autant que dans le cœur. Alors, il s'est appuyé sur des documents d'époque, et moi j'ai participé comme tous les autres acteurs à ce film. Je suis très heureux du résultat, parce que c'est un beau film, humain, très simple, et qui va être projeté à Lourdes pendant des années, des années. Et c'est bien que ce soit fait comme ça. Et puis, je suis en train de préparer mon prochain film, qui sera tourné, je pense, en automne de 2012. Je viendrai le présenter à Nice. Pour finir, il vous reste combien de représentations là, de la pièce d'Albert Camus, et quelle va être la suite alors? La dernière représentation demain. Et puis, après, je continue avec Christian en tournée jusqu'à fin novembre. Et puis, je reprends La Peste en même temps que la dernière partie de la tournée à Paris, au Mathurin. Je refais une série au Mathurin qui ira jusqu'à fin décembre. Et puis, en janvier, c'est... qui sera le spectacle que je ferai à Paris pour surprendre, je crois. Voilà, merci beaucoup.